On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Génération Bien Commun. Bienvenue sur le podcast de la Nuit du Bien Commun. Alors vous le savez peut-être, cette semaine nous sommes en pleine semaine du podcaston. Le podcaston, c'est pendant 7 jours, plus de 450 animateurs et animatrices de podcasts qui vont enregistrer un épisode spécial de leur podcast pour mettre en avant une association ou une ONG. Cette semaine, moi j'ai la joie d'accueillir Sandrine, on va l'accueillir dans quelques instants, mais je voulais avoir un petit mot pour le podcaston avant, parce que oui, nous, on est habitués à entendre régulièrement les voix de ces entrepreneurs sociaux. C'est le cœur de Génération Bien Commun, comme vous le savez. Mais là, ce qui va changer pendant ces 7 jours, c'est que ces voix, vous allez les entendre partout, pendant une semaine, sur 450 podcasts. Rendez-vous compte le nombre de personnes qui vont mettre leur audience, vous, au profit de ces belles causes, de ces belles personnes. Et ça, vraiment, je vous avoue qu'avec toute l'équipe de Génération Bien Commun et de la Nuit du Bien Commun, on est hyper content de voir cette initiative sortir qui a été lancée par Altrui, qui est une belle asso. Et on voulait avoir un petit mot pour les remercier et les féliciter d'avoir cette idée. J'avoue, je suis presque jaloux de pas l'avoir eue, tellement je trouve l'idée géniale. Bonjour Sandrine, comment tu vas ? Bonjour Thomas, ça va très bien. Nous, on s'est connus en Vendée. T'étais lauréate de la première édition de la Nuit du Bien Commun en Vendée. C'est ça. Ça fait du coup 2 ans et demi à peu près. Ouais, 2022, oui. Ouais, 2022. Ouais, presque, plus de 2 ans. Le temps file. Le temps file, c'est vrai. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, toujours un peu portée par cette belle énergie et ravie de te voir aujourd'hui ici et ravie de participer au podcaston. Trop bien. Mais moi, je suis ravi, écoute, de t'entendre. Aujourd'hui, on va pouvoir donner du coup la parole à la femme que tu es, la femme entrepreneuse, puisque tu as lancé cette association Cocoon. Est-ce que tu peux nous en dire en 2 mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Cocoon, qu'est-ce que vous faites ? Alors Cocoon, c'est une association créée par un binôme un peu improbable, par une patiente, moi-même en l'occurrence, et une professionnelle de santé. Force de constater que sur notre territoire vendéen qui est très dynamique, on avait un cruel manque de soins de support pour les personnes touchées par le cancer. Et on s'est dit, relevons-nous les manches et créons cette maison des soins de support dans un local à Mouilleron-le-Captif. Et depuis cette belle aventure, on accompagne les femmes touchées par tout type de cancer en leur proposant tout un panel d'activités et d'ateliers. Est-ce que tu peux nous définir un peu les soins de support pour ceux qui... Alors, les soins de support, c'est tout ce qui est en dehors d'un parcours de soins habituel, mais qui fait quand même beaucoup de bien. C'est-à-dire que ça peut être de l'activité physique adaptée qui est reconnue pour apporter beaucoup de bénéfices à la personne en traitement et après. Ça peut être de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, ça peut être de l'art-thérapie. Toutes ces disciplines qui prennent un peu la personne au sens global et pas juste au sens de la maladie. Et puis ces soins de support, ils permettent aussi beaucoup de liens sociaux et puis aussi de se changer les idées dans ce parcours qui est pas toujours très rose. T'as mis socio-coiffure, par exemple. Qu'est-ce que le terme socio vient faire devant ? Socio-esthétique et socio-coiffure, ce sont finalement des professionnels de l'esthétisme ou de la coiffure qui ont fait une formation spécifique pour pouvoir aborder les thématiques de la personne avec un handicap, de la personne avec une maladie, de la personne fragilisée ou vulnérable. Donc, il y a beaucoup d'écoute. Et puis, des gestes un petit peu plus spécifiques. Par exemple, les traitements de la maladie cancéreuse font tomber malheureusement et dans la plupart du temps les cheveux. Cette professionnelle de la socio-coiffure, elle sait comment accompagner cette femme au moment Oui, en fait, tous les coiffeurs pourraient pas forcément le faire. Je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité et puis une formation justement, parce qu'il faut aussi apprendre à avoir un peu de recul sur toutes ces situations un peu compliquées. Donc nous, on s'entoure de toutes ces professionnels lors de la proposition des ateliers à Cocoon. Pour bien comprendre du coup un peu votre domaine votre champ d'action chez Cocoon, en général, quand tu es atteint par un cancer, qu'est-ce que l'hôpital met concrètement, à part la partie soins, qu'on peut tous imaginer je pense, concrètement qu'est-ce que l'hôpital aujourd'hui est en mesure à peu près de te mettre
de mettre à disposition pour ces patients pour aller bien? Les hôpitaux mettent de plus en plus de choses en place. Tous ces soins de support, il y en a beaucoup qui sont proposés à l'hôpital. Concrètement, on peut aller faire de l'activité physique adaptée, prescrite par son oncologue, dans un dispositif dédié qui a lieu à l'hôpital. Les séances de socio-esthétique, on peut en bénéficier aussi en milieu hospitalier. Malheureusement, ces socio-esthéticiennes, elles sont pas à plein temps. Donc, c'est une séance de temps en temps qui correspond avec une séance de chimiothérapie ou pas. Il y a de plus en plus de soins de support à l'hôpital, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment dans la tête des personnes qui se soignent, l'hôpital, c'est un lieu de soins. Les soins de support se rapportent plus à prendre soin de soi, un peu les ateliers plus bien-être, comme une espèce de parenthèse dans la maladie. Et finalement, les faire en dehors du lieu de soins, c'est une deuxième bulle d'oxygène finalement. Oui, parce que quand l'hôpital propose, ça paraît évident dit comme ça, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais ça se passe du coup, dans 90% des cas, à l'hôpital. Ouais. Donc, dans le cadre, pour le patient, dans le cadre de soins. Oui. Sauf qu'on le sait aujourd'hui, pour aller bien, pour sortir de ces maladies qui sont extrêmement compliquées, émotionnellement, personnellement, relationnellement, il faut sortir de ce cadre de soins où on est confronté en permanence à, si tu es là, c'est parce que tu es malade, parce que tu as un cancer, une maladie grave. Pour certains, c'est même l'épée de Damoclès avec une échéance qui va vers la mort. Sortir de ça permet de se dire, en fait, si tu es là, c'est pour prendre soin de toi. C'est ça. Et pas dans le contexte, évidemment, qui est celui de la maladie, mais tu es là pour prendre soin de toi et pas juste pour te soigner, même si, évidemment, l'impact psychologique qu'il y a derrière, j'imagine qu'il est fort. C'est tout à fait ça. Et puis, on l'a n'a pas dit, mais nous, Cocoon est donc situé en Vendée, dans un département où il n'y a pas de grand centre de cancérologie. Hein. On a la chance d'avoir un hôpital départemental où il y a de la cancérologie, mais c'est pas un grand centre comme ceux dont on peut entendre parler. Et justement, les soins de support, quand ils sont proposés à 1 heure de chez toi, t'y vas pas. Donc, le but aussi de Cocoon, c'était de ramener un peu de proximité, d'avoir une maison, un lieu chaleureux, en dehors de l'hôpital, avec des facilités pour se garer, et vraiment dire, j'arrive dans ce lieu qui est dédié, il n'y a pas des murs blancs, où il n'y a pas de blouse blanche. Il y a la cofondatrice qui travaille dans ce local, mais elle est kiné, elle est professionnelle de santé, mais elle accompagne elle aussi les femmes particulièrement touchées par un cancer du sein. Mais c'est un lieu neutre. Et ça, c'est un point fort de l'association. Si on remonte un petit peu l'histoire, donc toi, t'es passé par la maladie, t'as vécu cette difficulté, t'en es ressortie plus forte. À quel moment tu t'es dit, en fait, l'enfer, si je peux employer ce terme-là, par lequel toi t'es passé, tu t'es dit, mais en fait, je vais me battre pour que d'autres n'y passent pas? En fait, il y a plusieurs facteurs. Moi, j'ai été malade à 41 ans, donc il y a 9 ans. J'étais entrepreneur dans ma vie de tous les jours. J'avais une micro-entreprise, que j'ai toujours. Maman de 3 enfants, sportive. Et ce truc-là, ce cancer du sein m'est tombé dessus, hors tout pronostic, pas d'antécédents. Et donc, le parcours de soins a eu lieu, somme toute banal, mais à la fois unique, parce que c'était le mien et seulement le mien. Il n'a pas été facile. Il m'a fait mettre un genou à terre. Ça a été une période très, très compliquée, parce que j'ai fait des complications qui n'auraient pas dû arriver. Donc, j'ai connu une période de grande vulnérabilité. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est le fait de toucher le fond, alors qu'avant d'être diagnostiquée, je ne me sentais pas du tout malade. Mais ce sont ces traitements adjuvants qui sont là pour t'aider à ne pas récidiver, on va dire, qui m'ont fait toucher le fond, en fait. Dans la maladie du cancer, la problématique, c'est que la chirurgie est le premier geste. Moi, dans ma tête, une fois le sein enlevé, je n'avais plus de cancer. Il a quand même fallu passer par la case chimiothérapie, et c'est ce moment-là qui a été très critique et qui m'a rendue très, très, très malade, et où mes jours ont été, vraiment une mise en danger, et vraiment une perte d'envie. Et je me suis dit, comment est-ce que je me relève de ça? Je me suis longtemps demandé pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi j'avais fait ces complications.
Sauf que malgré une aide psychologique, le pourquoi, on n'a pas toujours les réponses. On sait que le cancer, c'est multifactoriel. Et alors, les effets indésirables plus tels que je les ai connus, il n'y a pas d'explication à ça. Et l'aide psychologique m'a aidée à un peu changer la question. Au lieu du pourquoi auquel j'avais pas de réponse, elle m'a aidée, la psychologue, en me disant comment vous continuez à avancer dans votre vie avec ça? Qu'est-ce que vous en faites? Et en fait, là, ça a été une révélation. Le champ des possibles, parce que tout était possible. Alors effectivement, certes, ça reste des casseroles, hein, c'est pas cool hein, d'avoir un cancer à 40 ans. Ça reste des cicatrices sur le corps, ça reste. Mais finalement, là, je me suis dit, mais tu peux vraiment en faire quelque chose, et quelque chose de positif, et plutôt tourné vers les autres. Et puis à ce moment-là aussi, comme je l'ai dit, j'ai 40 ans, je vais à certains ateliers soins de support proposés par la Ligue contre le cancer, mais je t'avoue, je suis toujours la gamine du groupe, quoi. Je suis toujours avec les mamies et j'arrive pas à me trouver une personne ressource, une personne où je pourrais être complice, quelqu'un qui passait par la même chose que moi, à peu près au même âge, avec les mêmes préoccupations, des jeunes enfants, un boulot. Et j'ai pas trouvé de copine de cancer, on va dire. Et ça m'a manqué. J'ai bénéficié d'une connaissance qui m'a fait une espèce de coaching, qui m'a préparé à ces séances de chimiothérapie. Mais c'était tout par SMS, c'était par téléphone, elle n'était pas en Vendée, on s'est jamais vu. Mais ça m'a fait du bien, juste de savoir que j'étais pas seule à vivre ça à ce moment-là. C'est ce constat-là qu'on a fait quelques années plus tard et on s'est dit non mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on a créé Cocoon et là, c'était vraiment le parcours de résilience, la reconstruction. Psychique, physique à peine, mais bon voilà, psychologique en tous les cas. De donner du sens à cette période de grande vulnérabilité pour en faire quelque chose de beau, mais au service des autres. Aujourd'hui, avec Cocoon, tu as croisé à peu près combien Donc globalement, c'est des femmes surtout que tu accompagnes? Alors, on n'accompagne que les femmes, ouais. Tout cancer confondu. Tout cancer confondu? Oui. Tout âge confondu, du coup? Oui. C'est pas nous qui mettons un frein à l'âge, par rapport au fait d'accompagner les femmes touchées par tout type de cancer. C'était une vraie volonté de ma part. Pendant mon parcours, j'ai connu des complications qui m'ont fait penser que finalement, ce cancer du sein, il n'est pas toujours facile. Alors, je fais un petit aparté. Je me suis formée à l'Université des patients en 2017-2018 pour accompagner les autres personnes. Je pense qu'il suffit pas d'être passé par la maladie pour savoir accompagner les autres. Et lors de cette formation, c'était un diplôme universitaire à l'Université des patients à Paris. Que tu passes en combien de temps? En 120 heures. Donc, c'est une année, tu commences en octobre, tu finis en mai, à raison de 2 jours par mois. Donc, t'as 42 ans, tu t'achètes ton cahier, ta trousse et tu dis à tes jeunes enfants que tu retournes à l'école. Donc, ça aussi, ça a été un gros facteur de résilience. Et il faut, par contre, forcément être passé par là pour faire l'école des patients? Non, pas obligatoirement, parce qu'il y avait des aidants dans cette promo, il y avait des médecins. D'accord. Il faut avoir envie de faire quelque chose et d'accompagner les autres et de se former. Surtout prendre... Alors, pour les patients, pour les malades, surtout apprendre à prendre du recul sur son propre parcours. Parce que quand on accompagne les autres, on ne parle pas que de soi. Et pourquoi je te disais ça, c'est que dans ce DU, il y avait beaucoup de pathologies différentes. Et une des femmes nous a fait un jour ce commentaire qu'elle nous enviait presque ce cancer du sein, elle atteinte d'une autre pathologie. Et là, tu te dis, en fait, alors non seulement ça a été difficile, tu as un parcours de soins difficile, mais en plus, il faudrait que j'ai de la chance. Non. Donc, en fait, on s'est dit, non, on met pas... Je trouve que le milieu médical enferme déjà dans des cases par rapport à l'organe touché, mais ça, c'est normal. Hein. On entend les soignants parler et je suis un sein, tu serais une prostate. Mais voilà, je leur jette pas la pierre, c'est normal, c'est leur travail, c'est leur quotidien. Mais nous, on voulait plutôt prendre la personne dans sa globalité et plutôt aborder l'impact qu'a un diagnostic de cancer ou vivre avec les traitements, vivre la maladie ou l'après-traitement dans sa globalité. Et je t'allais te dire un petit peu vulgairement, on s'en fiche de l'organe touché en fait. Parce qu'on se rend compte en écoutant les femmes que les problématiques sont les mêmes. Un diagnostic, une annonce, vivre avec les traitements, gérer le regard des autres, gérer ses enfants, gérer sa profession.
Donc, c'était une vraie volonté de notre part de sortir de cette case cancer du sein et de dire, mesdames, vous êtes touchées par n'importe quel type de cancer, vous êtes les bienvenues dans cette association Cocoon. Et pourquoi les femmes ? Alors les femmes, parce que nous, on est 2 femmes, on a créé toutes les 2. Pour avoir été sur certains ateliers, les hommes ne sont généralement pas ou peu présents. Je pense qu'il y a un autre facteur de résilience et de rebondir dans la vie pour les hommes. Il existe des associations nationales qui taclent le cancer de la prostate, les cancers masculins, mais c'est surtout du soutien téléphonique et il n'y a pas spécialement de rencontres. Je sais pas, les hommes doivent avoir d'autres moyens de se relever ou n'expriment pas leurs besoins de la même façon, tout simplement. Et aujourd'hui, du coup, vous accompagnez combien de femmes à peu près là en Vendée ? Alors, on a, en 2023, on a accompagné 110 femmes. Et puis là, tu vois, on est déjà au mois de mars. Et puis, on a déjà 95 adhérentes. Mais c'est un processus tout à fait normal puisque l'association a 5 ans. On a un petit peu de notoriété. On se fait connaître. Notre hôpital départemental parle beaucoup de nous et on les remercie. Il faut savoir qu'on a créé l'association en 2019. On a été tout de suite très mis à mal par la crise sanitaire, donc avec un refus total d'aller vers les soignants et d'expliquer ce qu'on faisait. Donc nous, on a continué à faire ce qu'on faisait, et puis maintenant, là, depuis 2 ans, voilà, c'est reconnu. Et... Ouais, ça y est, ça prend voilà. le pli installé. Et cette croissance, j'aime pas du tout le terme. Non, moi non plus, parce que j'aimerais bien qu'on ait plus d'adhérentes, mais c'est loin d'être le cas, et au contraire. Les chiffres montrent... C'est la question que j'allais te poser. Aujourd'hui, les chiffres du cancer ils sont plutôt en hausse. Oui. Donc, ça veut dire que potentiellement, pour vous, c'est de plus en plus d'accompagnement demain. Oui. Comment vous préparez ça ? Alors, nous, on fait un petit peu au jour le jour. On est une toute petite structure. Tu peux nous donner juste un peu la structure Cocoon ? Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler bénévole à côté qui aide ? On est toutes bénévoles. Ouais. Donc, on est 3, le noyau dur du bureau. Et puis après, on s'entoure d'une dizaine de professionnels des soins de support. Ok. Donc, on fait une chouette équipe, un local, et puis... Donc, les professionnels de support, ils viennent au local pour prodiguer leurs soins. Oui. Avec leur matos, avec tout ce qu'il faut. Oui. Et le local, ça permet d'avoir un lieu de réseau parce qu'il y en a peut-être une qui est en socio-coiffure pendant que l'autre est en... C'est tout à fait ça. Alors après, ça vous permet d'être au milieu, de faire de la relation. Oui. Après, on n'est pas non plus la maison Cocoon. Elle ne fonctionne pas encore toute la semaine, 24. On a des ateliers. On en a environ 6 à 7 par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Beaucoup d'activités physiques. Et puis après, des ateliers qu'on décline. Il faut savoir que Cocoon, ça est donc une association qui a été créée par une patiente, pour les patientes et avec les patientes. Cocoon tout seul... Sandrine Dugas, c'est rien du tout. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de chaque atelier, on interroge et puis on crée les ateliers un petit peu, même si c'est toujours de l'accompagnement collectif, parce qu'on ne propose que des ateliers collectifs. C'est quand même du sur-mesure parce que les femmes ont la possibilité de dire, enfin d'exprimer leurs besoins. Et nous, après, on brode avec les professionnels et on adapte les ateliers. C'est quoi l'atelier que vous avez créé dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Oh, il y en a plein. Je dirais pas que c'est les ateliers qu'on a créés, dont on est les plus fiers, c'est les résultats qu'on a obtenus plutôt. Par exemple, en proposant énormément d'activités physiques adaptées, on a vraiment sorti des femmes de la sédentarité. Parce que quand on passe par la maladie, on le sait, on nous le rabâche à longueur de journée qu'il faut bouger. Mais même quand on n'est pas malade, sortons de la maladie. Oui. J'en parlais il y a pas longtemps. Il faut bouger. Avec Alexandre Agnier, tu vois, qui est en fauteuil et qui me disait, pour les valides, manger, bouger, c'est une règle, et on dirait que pour le reste du monde... C'est ça. Pas vraiment. C'est ça. En fait, c'est essentiel pour tout le monde. Alors, dans le parcours de soins, on fait énormément de liens avec l'activité physique. Ça réduit la fatigue, ça réduit les effets indésirables. Mais après, au-delà de ça, une femme qui sort de son parcours de soins ou qui est en chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle fait pour pas se faire mal? Elle n'a pas très envie d'y aller toute seule. L'attrait du canapé, voilà, il est là. Il fait nuit, j'ai peur, j'ai pas envie. Donc en fait, en proposant des rendez-vous très très réguliers d'activité physique, on a réussi à ancrer la pratique de l'activité physique dans l'agenda des femmes. Et ça, pour nous, c'est une très très belle victoire. Moi, j'ai toujours fait de l'activité physique, je continue à en faire et je sais que c'est un puissant facteur de résilience, d'aller mieux, de se sentir mieux dans son corps, d'estime de soi, de confiance en soi. Enfin, on peut tout décliner. Et donc ça, on est fiers de ça, d'avoir fait bouger les femmes. Ça, c'est une vraie victoire et on la célèbre très, très régulièrement
parce qu'on est venu à Paris il y a 1 an faire des championnats de France d'aviron indoor avec 12 femmes qui se sont entraînées pour ça sur un challenge Avirose, donc adapté pour les femmes touchées par un cancer, en équipe. Enfin voilà, c'était hyper puissant. Génial. De venir faire cette épreuve. Donc voilà, ça c'est plutôt les effets qu'ont les ateliers qu'on propose. Stylé. Donc l'une des activités, c'est de l'aviron. Oui, en salle, ouais. 1 fois par semaine. Pas mal. Et ça bouge. Ouais, ça bouge. Ouais, c'est intense. Ouais. Excellent. Je savais même pas qu'on pouvait faire de l'aviron en salle. Ah bah si. C'est fascinant. Trop bien. Il y a des sports qui sont plus recommandés quand tu es atteint d'un cancer. Bon, après, là, c'est plus la kiné qui pourrait parler. Après, quand tu restes dans les sports les plus pratiqués, non, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, sur La Roche-sur-Yon, certaines femmes font de l'escrime. Dans d'autres endroits en France, il y a de l'escalade. Des femmes qui rament, mais sur des vraies rivières, sur des vrais lacs, sur la lagune de Venise. Voilà. Certaines femmes font du vélo, de la marche nordique. Non, le plus important, c'est de bouger. Tu sais, on est revenu, le discours médical a énormément évolué. Avant, quand on avait une chirurgie du sein, par exemple, mais je te parle d'il y a 20 ans, on disait aux femmes, reposez-vous, ne faites rien, ne portez pas, préservez-vous. Ils en sont revenus de tout ça. La meilleure remise en forme, remise en mouvement, c'est de bouger. Mais ce qui est important, c'est de le faire d'une façon encadrée avec des professionnels. On a toutes nos petites douleurs qui nous empêchent de... Mais là, accompagnés de professionnels, tous les mouvements sont adaptés. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça le propre de l'activité physique adaptée. C'est pas toujours du sport. C'est vraiment adapté à la condition de la personne, à son état de fatigue ce jour-là. Des fois, on n'a pas envie de taper dedans. Donc, on rame tranquillement ou on marche plus tranquillement. Et puis, quelquefois, on a envie de faire marcher un peu le cœur et de faire un peu plus de cardio. Donc, la professionnelle est capable d'adapter presque individuellement ses séances. Ça, c'est chouette. Et ça met les femmes en confiance. Ça met énormément les femmes en confiance et ça permet aux femmes de dire mais non, mais moi j'ai pas envie de retourner dans une salle de sport parce que voilà, je suis un peu cabossée d'ici, ça se voit. Et puis je vais avoir une autre chirurgie réparatrice et je vais être absente, je vais être convalescente, donc je vais manquer. Alors qu'à Cocoon, les séances d'activité sont un peu à la carte. Voilà, si tu es convalescente, eh bien une semaine tu viens pas. C'est pas, même si on prône la régularité et qu'il faut bouger régulièrement, mais ouais, mais t'es conscient de la particularité aussi de la personne et de son rythme. Bien sûr. On sait très bien que pour les femmes qui sont en cours de traitement de chimiothérapie, il y a toujours une semaine un peu compliquée après les injections de chimiothérapie. Elles peuvent être pleines de bonne volonté et s'inscrire aux ateliers. Généralement, elles annulent, mais c'est pas grave. Ça, on sait aussi que c'est normal. Ouais, tu prends en charge, ça fait partie du processus. Mais tout à fait. Et puis après, dans la semaine 2 et 3, elles sont en forme et elles nous rejoignent. Et elles ont besoin et elles ont envie. Tu as parlé plusieurs fois du terme d'engagement, d'équilibre et tout. Comment t'équilibres aujourd'hui, toi, ta vie entre Cocoon, t'as toujours ta micro-entreprise à côté, oui, ta famille. Comment tu gères tout ça au quotidien? Comme un funambule. Comme un funambule, des fois, l'équilibre est très précaire. Après, moi, c'est mon mode de fonctionnement. J'aime bien être un peu... alors, je sais pas, multitâche, mais j'aime bien travailler sur plusieurs projets à la fois. Quelquefois, c'est difficile parce qu'il y a moi, dans mon travail, il y a des moments où j'ai plus de travail, donc il faut jongler. En 2 secondes, elle fait quoi ta micro-entreprise? Alors, la micro-entreprise, j'accompagne des sociétés qui n'ont pas spécialement de département dédié à la réponse aux appels d'offres. D'accord. Donc voilà, quand on est au milieu d'un appel d'offres, là, il y a une deadline, il y a un temps compté, donc là, c'est un peu non-stop. Et puis aussi dans l'associatif, il y a des périodes qui sont très, très intenses. Pour nous, Octobre Rose, c'est un mois très intense où on est énormément sollicité. Quand on prépare l'Assemblée Générale, c'est intense. Quand on fait la compta, c'est intense. Donc voilà, ça déborde quelquefois. Ça déborde aussi sur la vie familiale. Mais moi, j'assume parce que même s'il n'y a pas toujours un équilibre, c'est mon mode de fonctionnement. Par contre, avec Margaret, la cofondatrice, on arrive aussi à dire stop. Là, c'est la question que j'allais te poser. Trop. Je pars en vacances, je te laisse le téléphone, je te laisse la gestion du site internet et des réservations, les appels téléphoniques. Et là, je fais un break.
vacances ou week-end prolongé ou partir en escapade à vélo solo, hein, parce que moi je fais ça aussi. J'ai besoin de partir. Aller se vider la tête, se bouger, remettre sur soi aussi, quoi. C'est ça. Parce que il faut être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres, mais au-delà des adhérentes de l'association, être bien avec mes enfants, avec mon conjoint. Donc quelquefois l'effet ressources d'un périple à pied ou de 4 jours en cyclo autour de la Vendée, c'est hyper ressourçant. Ouais. J'ai besoin de ces petits moments-là et on fonctionne comme ça toutes les deux et c'est chouette de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un parce que je sais pas si je peux utiliser le mot, mais l'assoprenariat, on va dire, hein, ou entreprendre en association, tu tires sur la corde quand même. Hein. Tu en rencontres presque tous les jours des gens comme moi et on donne et sans toujours avoir la reconnaissance derrière, mais en attendant, ça prend beaucoup de place parce que tu respires cocoon, tu manges cocoon, tu dors cocoon, enfin, ça prend beaucoup de place dans nos vies. C'est pour ça que je suis très admiratif du fait que tu arrives à tenir à la fois ta micro-entreprise à côté, cocoon, parce que je sais que tu es très très investi. Donc, tenir cet équilibre entre les deux et la vie de famille au centre, qui est aussi une sacrée aventure parfois qui peut aussi prendre la tête émotionnellement. Oui, ça peut. Organisationnellement. Ça peut. Après, voilà, je m'appuie aussi énormément sur mon conjoint, qui est là, qui a toujours été un pilier. Les enfants grandissent. Ils ont quel âge, les tiens, aujourd'hui ? Alors moi, j'ai 3 ados adolescents. Un qui a 19 ans, qui est parti de la maison pour faire ses études. Et puis après, un 15 ans. Un 16 ans, il a eu 16 ans la semaine dernière. Et un 14 ans. Donc, okay. Ils sont lycéens et collégiens. Ouais, donc ils ont aussi déjà une certaine autonomie, même à la maison. Oui, mais bon, quand même, il y a toujours des trucs. Ouais, ça reste des enfants tant qu'ils sont pas partis. T'as un rôle de parent. Et même quand ils sont partis, tu vois, petit épisode là où il n'a pas été très bien, maman, elle est là. Voilà. C'est important. C'est important. La famille, c'est un peu la boule de cristal au milieu de tout. Je sais plus qui a cette... très dommage, je ne sais plus du tout d'où vient cette citation, mais de dire que dans la vie, tu jongles avec des boules et qu'il y a des boules dont tu te rends compte qu'elles sont en bois, en béton, en pierre, en ce que tu veux, le travail, les amis, etc. Donc si elles tombent, elles vont peut-être un petit peu s'abîmer, mais elles ne se casseront pas. Et que par contre, la famille, c'est un peu une boule de cristal. Si elle tombe, elle va se fracasser. Donc c'est un peu la boule la plus fragile avec laquelle tu tournes toute la journée. De fait, on peut assez vite voir l'analogie. Ta micro-entreprise demain, si toi tu t'arrêtes et tu l'as un peu vécu aussi avec ton cancer, d'autres peuvent prendre le relais, peuvent tenir, mais si la famille casse, peut-être t'en créeras une autre, mais celle-ci, elle sera cassée, quoi. Ça ne démarrera pas. Après, moi, j'aime bien aussi la boussole, tu vois, vraiment de dire, les valeurs familiales et même les valeurs inculquées à mes enfants, de par ce parcours de vie un peu... Alors, je ne sais pas si atypique, mais unique en tous les cas. Moi, j'ai 3 garçons. Donc, je me dis, eux aussi sont conscients de la fragilité de la vie, des périodes de grande vulnérabilité, même si le temps passe et ils voient que je vais bien. Mais ils sont aussi témoins de cet engagement. Et je me dis, ça va semer des petites graines et ils en feront ce qu'ils en feront. Et je les oblige à rien du tout. Pour l'instant, ils ont plutôt envie de voyager, mais peut-être de créer une entreprise. Voilà, c'est des jeunes qui ont vécu la maladie de leur maman, certes, mais qui ont vu aussi ce puissant processus de résilience. Et je me dis, c'est toujours bon à prendre dans cette société un peu, qui met à mal un peu toutes ces valeurs. Oui. Quelle est quand tu relis un peu l'histoire, et je me dis avec l'aventure Cocoon, c'est quoi au fond pour toi aujourd'hui le moteur ? Il y a eu le moteur de création qui pour moi fait toujours l'un des éléments clés qui fait qu'un jour tu démarres un projet. Puis après il y a tous les petits pivots qui se créent, il y a les briques sur le chemin qu'il faut escalader, passer. Et quel est aujourd'hui pour toi le cœur du moteur qui fait que Cocoon ça va tenir dans le temps, t'y crois profondément aujourd'hui et t'y croiras toujours profondément demain et après-demain? Pour moi le moteur c'est mon moteur à moi en tous les cas, c'est aider les autres. Parce que, je le redirai jamais assez, cette période est quand même très particulière. Finalement, c'est 1 an de ta vie. Alors, ça peut sembler peu, mais quand tu es dedans, c'est long. Et donc,
pouvoir proposer aux autres tout ce qui, moi, m'a manqué à l'époque, je me dis, ça, c'est le meilleur moteur. C'est ce qui me fait me lever le matin. Après, oui, certes, il y en a des embûches. Mais c'est pas grave. Les embûches, elles sont vite effacées par des victoires, parce que dans le monde associatif, je pense qu'il faut célébrer toutes les petites victoires. Il faut se réjouir de tout. Il faut se réjouir d'un don. Un petit don, un gros don, un nouveau contact, un nouveau professionnel de santé qui t'appelle juste pour avoir des conseils, mais t'as pu dérouler la présentation de l'association et du coup il t'a dans un petit coin de la tête et il en parlera à ses patientes. Il faut se réjouir de tout ça. Et ça, c'est le moteur en fait. Et puis la vie associative, elle est pleine de surprises. Des fois, tu te dis, là, on est dans un moment un peu plus calme, et puis il y a un rebondissement, et puis d'un rebondissement, ça file vers autre chose, et c'est ça qui est chouette. En fait, il n'y a jamais rien de tracé. Donc, c'est jamais pareil. Il y a plein de trucs à découvrir, encore plein de choses qu'on n'a pas faites. Donc, oui, ça va tenir dans le temps. Après, voilà, il faut aussi se préserver et avoir l'énergie pour le faire. Comment tu te préserves aujourd'hui pour cette énergie de demain, toi ? Alors, moi, je me préserve, comme je t'ai dit. Moi, je marche beaucoup. Ouais. Je fais partie d'un club de marche nordique un peu intense sur la Motachar. Je les salue, les acharnés. Ça me fait énormément de bien. Je m'entraîne 2 ou 3 fois par semaine avec eux. Un groupe très dynamique. Ça me vide la tête. On parle de tout, de rien. C'est des gens qui ont la pêche, donc ça fait du bien. Et je pousse un peu mon corps aussi. Parce qu'on fait du fractionné, parce qu'on fait des côtes dans le sable, dans la forêt d'Olonne, parce que on pousse un petit peu la machine. Ça fait du bien quand ton corps, à un moment donné, t'as un peu fait défaut, de voir que tu arrives un petit peu à reprendre le dessus. Donc, je marche beaucoup. Je marche en dehors de ces séances de marche nordique aussi, parce que je me suis rendu compte que la marche, pour moi, c'est un processus créatif. J'arrive, alors quand je marche seule, si je marche seule sans écouter de podcast, pardon pour le podcaston, mais j'arrive à, je sais pas, c'est puissant, j'arrive à trier mes idées, à avoir des nouvelles idées, à classer. C'est important de savoir ça, de se connaître, oui. Et de savoir dans quelle situation ou contexte tu vas te ressourcer, être créatif quand tu as besoin de l'être. C'est marrant parce qu'il y a très peu de temps, j'ai partagé ça, que moi, ça me faisait du bien de marcher, ça me libérait ma créativité. Et quelqu'un m'a dit, mais tu sais, les plus grands philosophes philosophaient en marchant. Alors, j'ai aucune prétention, je suis pas du tout philosophe. Mais en fait, avant, je le gardais pour moi, le fait de... Je me disais, tiens, tu fonctionnes comme ça. Tu marches et puis t'as des idées. Mais non, en fait, il y a énormément de gens qui ont besoin de mouvement pour créer, pour classer. Et il y a des vraies études super sérieuses. J'ai discuté avec une docteure en neurosciences qui me disait que c'est prouvé. L'activité physique fait en sorte, alors moi j'y connais rien, libère des trucs qui font que ton processus créatif, ton cerveau en règle générale, fonctionne mieux. Donc, de toute façon, dès qu'on n'a pas trop le moral, tu sors faire une balade en forêt et ça va tout de suite mieux. Donc voilà, moi j'ai énormément amélioré mon sommeil par rapport à cette activité physique. Je dors beaucoup mieux. Donc quand tu dors bien, la journée t'es mieux. Enfin, c'est un cycle vertueux. Et puis ces petites escapades que j'aime bien faire solo. Parce que et parfois t'arrives à te dire, tiens, cette idée elle est bien aujourd'hui, mais pas à faire aujourd'hui. Je la garde dans un coin, je la pose. Mais là, c'est pas le timing, c'est pas le temps. Oui, certainement. Après, j'ai pas d'idées concrètes en tête. Généralement, je les note, les idées après. Après, il y a des idées qui sont pas bonnes et qui vont partir et je m'en rappellerai plus. Et puis d'autres, tu y reviens. Ouais, le reste, elle tu demeure. Te dis, non, ça, là, faut que je creuse un petit tester. peu. Ou aussi un outil puissant, c'est d'en parler à quelqu'un. Parce que si tu gardes pour toi, jamais, il va rien se passer. Oui, voire pire, tu fabriques l'idée dans ta tête et dans ta tête, elle marche et puis après, tu la confrontes et puis ça marche pas. Pas du tout. Ouais. Après, il faut oser parler des idées les plus farfelues, mais pas toujours les faire. Oui, pas toujours les faire, mais quelquefois, c'est en parlant, en débattant de ces idées-là qu'elles aboutissent ou pas. Ou qu'elles pivotent et qu'elles sont tu les modèles un peu. Départ d'un truc. Ouais. Ah bah oui, mais Cocoon, c'est parti de ça. C'est clair, sur une table de massage. Dans un moment très particulier d'un parcours de vie, mais cette rencontre, parce qu'une association, c'est une rencontre aussi, je pense, et c'est parti d'idées hyper farfelues, et finalement, on a
modeler le truc. Et voilà, et on en est là. Alors, Cocoon a 5 ans, mais ça doit faire 7 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler sur le sujet. C'est long, c'est un long processus, mais c'était quelque chose de nécessaire pour nous faire avancer et surtout moi aussi prendre le recul nécessaire sur mon parcours et pas être dans je ressasse, non, vraiment aller vers le futur. Bravo, ouais, parce que franchement, je suis très touchée par ce que tu dis. Je sais pas, pour moi, c'est tellement normal. Mais voilà. Ouais, mais t'as un parcours de résilience et une force qu'on sent dans ce que tu racontes, dans ce que tu partages. Je trouve dans tout le travail que tu as fait pour être aussi libre d'arriver à en parler et d'arriver à embarquer d'autres femmes pour les aider à traverser ce qu'elles vivent au quotidien, reprendre le carnet pour aller refaire des études. Ça a été très puissant. Après, je pense que c'est des valeurs qui me viennent aussi, des valeurs familiales. Moi, j'ai été confrontée à la maladie d'un papa très tôt, à l'âge de 12 ans, avec une annonce très déstabilisante, puisqu'à l'époque, les diagnostics étaient faits sans prendre de pincettes. Et ma mère m'a annoncé un jour la sclérose en plaques de mon papa, mais pas comme ça, en fait, en disant le médecin a dit que ton père allait finir en fauteuil roulant. Et j'avais 12 ans. Et je me souviens très bien où j'étais dans la cuisine à ce moment-là. Et donc, on a toujours vécu avec ça, même si mon papa va bien. Effectivement, il est en fauteuil maintenant, mais il est là. Et puis, je pense qu'on a eu cette enfance, cette adolescence, cet âge adulte, en tant qu'aidant, mais pas à 100%, parce que on a quitté le nid. Mais voilà, on a une sensibilité au handicap. Après, j'ai eu cette maladie, ce cancer. Je sais pas, je pense que chez certaines personnes, il y a une certaine sensibilité, et puis tu la développes ou tu la développes pas. Ouais. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'être passé par là pour monter une association, et certaines personnes vont aussi avoir leur parcours de résilience, mais une fois que c'est passé, on continue dans sa vie. Jamais vraiment pareil. Attention, je ne veux pas dire, je minimise pas, mais voilà. Non, c'est un échange que j'ai eu beaucoup avec Jessica Baba, qui a lancé une association qui s'appelle Léa, lutter ensemble autrement. Merci Charles. Ça c'est presque comme Cocoon, ensemble autrement. Vous entendez la voix de Charles. Charles il met sur tous les podcasts, c'est lui qui fait toute la com qui est derrière. Là, il est juste à côté, sagement, il écoute. Merci à lui d'ailleurs. Et ouais, donc on avait ce sujet avec Jessica où je lui disais que je trouvais ça hyper fort d'avoir des gens que tu représentes aussi très bien, je trouve, Sandrine. En fait, vous avez traverser des moments qui sont parfois extrêmement durs, personnellement, humainement, psychologiquement. Non seulement vous avez eu la résilience de les traverser et de vous remettre en marche dans votre quotidien derrière, toi avec ta micro-entreprise, ta famille, etc. Et en plus, vous avez fait l'effort de recôtoyer cet univers infernal pour aller aider d'autres personnes, pour les accompagner et être tourné vers les autres. Moi, je pense que c'est, tu vois, on parlait des moteurs de boulot tout à l'heure, pour moi, ça c'est l'un des plus gros moteur que j'ai à bosser aujourd'hui, c'est de vous croiser vous et de me dire mais en fait si moi qui croise pas ces galères dans mon quotidien, en vrai je m'active pas un peu, c'est que je comprends pas ce qui s'est passé dans vos vies quoi. Il y a un moment quand on a la chance d'aller bien, faut faire tourner le monde bien. Mais tu sais, moi aussi ça me fait ça. Déjà, quand tu dis ce qu'on a traversé et tout ça, je pense qu'on ne sait pas qu'on a la force de traverser ça tant qu'on n'est pas confronté. Je ne savais pas que j'allais être aussi... que j'allais me relever les manches. J'ai eu des moments compliqués, mais je pense que tant que tu n'es pas confronté, tu ne sais pas que tu as cette force. Il y a des espèces d'injonctions qui t'arrivent de l'extérieur. Ouais, tu es une battante, tu as un fort caractère, tu vas y arriver. Mais non, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. T'y vas et tu continues. Ça, c'est une première chose. Et puis après, par rapport à en faire quelque chose de positif, et je me dis, se tourner vers les autres et s'engager envers les autres, c'est aussi se faire du bien à soi. Parce que finalement, moi, ça donne du sens à cette épreuve de vie que j'ai connue, en fait. Effectivement, quelquefois, il y a un peu t'es toujours dans le cancer, Mais non, en fait, là, je suis du côté en faire quelque chose de positif, du côté de la lumière plutôt. Et encore une fois, un peu drivée par les rencontres, moi je me dis, si c'était pas à l'occasion de tous ces cancers, je n'aurais jamais rencontré
toutes ces femmes, même les intervenantes, même Margaret avec qui j'ai fondé Cocoon. Enfin, ok, c'est au détour d'un truc pas drôle du tout, mais ces rencontres, elles sont quand même super importantes pour moi. Et effectivement, quand tu vois tous ces parcours de vie, moi je me dis, mais en fait, j'ai la chance d'aller bien, donc je mets mon énergie à cet engagement associatif. C'est fait. Je trouve ça très fort en vrai, parce que c'est vraiment puissant en fait quand tu te désintéresses de ton petit nombril et que tu t'ouvres en fait aux autres. Même, je le dis même pas par expérience, je le dis par tous ceux que je vois qui passent aussi à ce micro-là, l'ouverture que ça donne en résilience, dans l'envie d'aller plus loin en fait dès que tu sors de ta bulle. En fait, tu te rends compte que il y a énormément d'exemples dans le monde entier qui te montrent à quel point tu peux sortir des pires galères que la vie nous fracasse sur la tête avec une violence inouïe, en fait, en te disant mais comment j'en fais une opportunité potentiellement pour rencontrer les autres, pour vivre autre chose. Et ouais, tout à l'heure tu disais faut pas mettre les cancers en opposition, mais je sais que parfois on peut avoir cette réflexion quand tout va bien dans notre vie de se dire, quand on croise des personnes comme toi qui ont vécu des trucs durs et qui ont fait une force, ah putain en fait j'ai rien vécu, je suis passé à travers aucune difficulté. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, qui dit ouais mais moi j'aimerais bien aider les autres mais je sais pas quoi faire parce qu'en fait techniquement ma vie elle a toujours roulé, je sais pas comment aider les autres. Ah ben non, je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a une certaine appétence aussi. Enfin, je te parlais tout à l'heure de sensibilité. Si on sent qu'on a besoin d'aider les autres, n'attendons pas d'avoir une maladie, un accident, un handicap. Non, il faut y aller. Il faut s'engager bénévolement dans des associations qui nous touchent. Mais ça peut être la santé, mais ça peut être la protection de l'environnement, ça peut être... parce que aider les autres, c'est très très large en fait. Moi, je trouve qu'on est dans une société quand même de plus en plus individuelle. L'engagement associatif, il est là. Évidemment, vous baignez dedans, mais au quotidien, c'est pas toujours facile. Il faut fédérer les bénévoles, et je pense qu'on est dans une société où on consomme beaucoup d'associations. On consomme les activités proposées par les associations, mais quand il faut des bénévoles pour une manifestation, quand il faut se relever les manches c'est un peu toujours les mêmes. Voilà. Donc moi je me dis sans problème de vie, quand on sent une petite flamme, une cause qui nous touche, que ça soit qu'on ait rencontré quelqu'un, qu'on ait écouté un podcast, qu'on ait lu un truc, il faut toquer à la porte et dire votre engagement me plaît, votre association me plaît, et j'ai 2 heures par semaine, qu'est-ce que je peux faire? S'il y a quelqu'un qui nous écoute là en Vendée, qui se dit plus tard, elle appelle. Elle me file le feu. Comment elle te contacte? Et qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite avec Cocoon? Sur quel poste vous auriez besoin d'aide? Alors nous, après, on discute avec les gens. Là, tu vois, concrètement, le week-end de Pâques, on a un petit stand d'information sur le mondial de football de Montaigu. On sera présente sur plusieurs journées. Donc, ça peut être tenir le stand avec nous. Là, tu vois, on est qu'en mars, mais on prépare déjà les grandes dates Octobre Rose. Donc là, c'est pareil, on aura besoin... Vous préparez déjà? T'as envie de nous en dire un peu? Non, parce que c'est encore dans les mais en fait, c'est ça aussi, la vie associative, c'est anticiper. On a des grosses dates qui arrivent. C'est toujours Octobre Rose. Faut préparer ça 6 mois en avant. Au mois d'avril, on fait un événement un peu festif, donc on peut avoir besoin de bénévoles. Voilà. Après, nous, on reçoit les candidatures ou les appels, et puis on discute avec les gens et on voit où ça peut être proposé un atelier, pour un atelier découverte, bénévolement. On en a souvent aussi des professionnels qui nous proposent un atelier découverte bénévole. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça montre que la cause touche et qu'elles veulent marquer le coup et s'engager avec nous et faire connaître leur discipline ou leur je cherche mon mot, ou leur atelier auprès du plus grand nombre, et on propose l'atelier sans problème. Tu connais les cocoons des départements attenants ou d'autres lieux en France? Je commence à en connaître pas mal parce que les réseaux sociaux sont quand même hyper puissants, LinkedIn aussi. Je salue les filles de Symbiose à Saint-Brieuc.
association Symbiose, qui carrément avait pris leur téléphone pour appeler Cocoon pour avoir des pistes pour monter leur maison de soins de support. Donc ça commence à essaimer un petit peu partout en France. C'est chouette. Il existe un peu un leader, entre guillemets, si je peux employer ce terme-là Oui, il y a un leader au niveau national avec 2 maisons, une à Paris et une à Bordeaux, qui sont les maisons Rose Up, qui sont déjà qui ont quelques années d'existence déjà. Donc ça a un petit peu été les précurseurs. Mais après, je trouve que chaque initiative locale est plutôt favorable parce qu'il faut connaître son territoire aussi. C'est pas parce il faut qu'il y ait un ancrage. Oui, il faut avoir la relation avec. Tu sais, les premiers prescripteurs des soins de support peuvent être les réseaux locaux d'infirmières à domicile, les pharmaciens, les médecins traitants, et puis après, les spécialistes en cancérologie, mais localement. Donc, il faut être ancré sur son territoire pour que ça marche. C'est quoi la vision que tu as en tant que, j'allais dire, si je prends un peu ta casquette chef d'entreprise? Tu penses que les associations de demain, type Cocoon ou autre, il y a quelque chose à créer pour faire une forme de consortium, de méthode de travail commune? Ou est-ce que c'est plus puissant si demain, tu as dans chaque territoire des initiatives qui sont évidemment capables de se parler entre elles, mais avec aussi leurs spécificités liées au territoire, liées à l'histoire de ceux qui les ont créés? Je suis un peu partagée. En fait, moi, à certains moments, j'aimerais beaucoup avoir des méthodes de travail. Même, alors ça existe, même des formations. On a la Maison des associations en Vendée qui était présente à la Nuit du Bien Commun et qui propose des formations et qui connaissent vraiment les problématiques des assos sur le territoire. Parce qu'en fait, quand tu diriges une association, c'est comme une micro-entreprise, ou une entreprise, t'as pas toujours toutes les compétences et t'apprends à faire de la compta, mais de la com, et puis t'es un peu le couteau suisse donc ça, quelquefois, t'as des compétences qui te manquent. Donc des formations, c'est bien. Après, il y a aussi tous les aspects bancaires, levée de fonds, partenariat. Enfin, il y a tellement de sujets. Nous, on est une toute petite association. Les plus grosses associations peuvent avoir certains départements, responsables des partenariats. Nous, on n'a pas ça. Nous, on fait toutes les 3 un peu tout. J'ai oublié ta question. Non, mais le fait de faire des consortiums ou justement de pouvoir s'aider. Après, il faut que chacun sa spécificité, son histoire. C'est bien, mais après, il faut pas non plus que ça se transforme en réunionnite à gogo. Tu vois, nous, on est une petite association. C'est ça aussi notre force, c'est qu'on va vite. Parce que la vie associative, c'est pas simple. Prendre les décisions, c'est pas toujours simple. Donc pourquoi pas? Mais après, je sais pas si ces initiatives locales existent déjà ou si ça reste à créer. Mais ouais, c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi, tu vois, ta vision chef d'entreprise à côté de se dire, c'est un truc qu'on porte souvent à la Nuit du Bien Commun. Comment permettre à l'écosystème associatif de se professionnaliser sans pour autant perdre l'ADN qui est le cœur je trouve aussi du monde associatif où il y a j'allais dire, si le monde de l'entreprise, c'est un peu une réflexion très cérébrale, le monde associatif a cette espèce de feu du cœur et des tripes. Parfois, on arrive à faire des trucs parce que justement, on s'est un peu moins occupé de comment on allait le faire ou combien ça allait coûter ou on n'a pas fait un plan en business, quoi. Ouais. Oui, je suis d'accord, mais il en reste que une association, il y a quand même des frais de fonctionnement, il faut des salariés, parce qu'au bout d'un moment, trop de bénévolat tue le bénévolat. Nous, on n'arrivera pas à rester comme ça. Comme tu parlais de croissance, ça prend beaucoup de place et c'est un vrai travail. J'ai fait partie pendant un moment, et je salue Claire, de Assopreneur, qui est un dispositif qui milite, et vraiment j'insiste sur le terme milite, pour faire reconnaître l'assoprenariat. C'est 2 nanas qui sont basées à Lyon, qui ont créé cette plateforme Assopreneur et qui encouragent les gens à créer des associations pour pouvoir aussi en vivre et développer. Parce que, dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, les associations sont là, mais il faut aller au-delà de ce non lucratif. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. On fait un vrai travail dans le monde associatif, dans le médico-social. S'il n'y avait pas les associations, il se passerait certainement pas grand-chose. Bon, là, voilà, je fais l'aparté, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'entends très bien. Tu t'es déjà posé la question de tout plaquer pour avoir dans ton quotidien vraiment
du cocoon à plein temps en étant salarié et en faire mettre ton micro, enfin céder, je sais pas quoi, arrêter ta micro-entreprise, quoi, la quitter et te mettre à fond dans cocoon. Je me suis pas encore posé la question parce que je vois aussi le côté, je fais aussi la compta. Il faut un modèle économique pérenne en milieu associatif pour pouvoir faire ça. Tu vois, ça fait 5 ans, mais c'est lent. Mais un jour, on y arrivera. Je sais pas si je plaquerai tout, mais il faut être réaliste. C'est quoi qui sont plutôt vos principaux mécènes aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de fondations. Soit des fondations qui nous aident comme ça sur une campagne Octobre Rose ou tu sais, des fondations où par le biais d'un des salariés tu peux avoir accès à certaines fondations. Donc là on a des belles enveloppes et puis sinon le travail aussi d'un responsable associatif, c'est d'aller préparer des appels à projets et des demandes de subventions avec le temps que ça demande, pas toujours t'as pas la certitude que ça va aboutir. Et quand ça aboutit, tu passes aussi beaucoup de temps à rendre des comptes. Mais bon, ça, c'est normal. Donc, on bénéficie du soutien de la Fondation de France. On bénéficie du soutien de la Fondation L'Adresse, de la Fondation Orange. Et puis, on a aussi la chance d'avoir des mécènes en local sur des grosses entreprises vendéennes. On a bénéficié d'un énorme mécénat de compétences cette fois-ci, donc pas d'argent, du temps des salariés de cette entreprise qui nous ont créé le site internet, qui a d'ailleurs été lancé le soir, la journée de la nuit du bien commun. Tu veux nous citer le nom de l'entreprise pour qu'on les remercie? Non, mais ils se reconnaîtront si quand je partagerai le podcast. On les remercie. Mais voilà, quelquefois c'est pas quand je te dis qu'on manque de compétences. Finalement, ce mécénat de compétences peut être super intéressant. Moi, je sais pas faire un site internet. Maintenant, j'ai appris un peu le back office, mais je ne sais pas faire un site internet. Donc voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est précieux. Oui, carrément. C'est précieux. Tu vois, nous, je te parlais ce matin là, tout à l'heure du fait que maintenant les demi-journées de coaching des lauréats à la prise de parole, ils ont lieu à la Maison du Bien Commun parce que l'autre partie de la demi-journée, Sixtine, la directrice de la maison, fait venir des entreprises, enfin des collaborateurs d'entreprise qui viennent pour faire du mécénat de compétences sur plein de sujets que tu as évoqués, de la RH au système d'information, à faire remplir un dossier pour une fondation, enfin tous les sujets du quotidien, aussi opérationnels, stratégiques ou de coordination, de gestion des ressources humaines, etc. On essaie de tout mettre sur la table pour que ce soit le plus pratico-pratique et opérationnel surtout. L'enjeu, ça, c'est peut-être un appel pour les entreprises qui nous écoutent, mais quand vous envoyez du mécénat de compétences, au-delà de la compétence, posez-vous la question de la valeur ajoutée une fois que vous allez sortir de l'association. Votre mécénat de compétences, il va durer un certain temps. L'objectif, c'est que ce soit hyper concret, le plus concret possible pour qu'à la sortie, pour l'association, il y ait réellement eu de la valeur et pas uniquement des idées ou des projets, parce que même si ça reste important, on le sait, pour que les associations deviennent le plus pro possible, parfois il faut être juste dans l'hyper concret et en fait ouvrir un logiciel compta et descendre une fiche de paie pour bien payer les collaborateurs de l'association de façon carrée vis-à-vis de leur SAF, etc. Et que c'est pas juste se dire, tiens, quelle est la vision de ta paie à 5-6 ans, mais juste là, très concrètement, est-ce que tu coches les bonnes cases? Ouais, c'est tout à fait ça, nous, tu vois, d'avoir un jour un beau site internet qu'on a pu faire évoluer cette année. Pour nous, c'était un énorme cadeau de Noël. Et en interrogeant un petit peu, parce que moi j'étais curieuse de savoir comment s'étaient sentis les salariés qui n'étaient pas du tout dans le social ou dans le domaine de la santé, comment ils s'étaient sentis au travers du développement de ce site internet. Et les commentaires ont été très très sympas en disant ça nous a fait sortir un peu la tête du guidon dans notre vie de salariés de tous les jours. Et puis ça a donné un peu de sens à leurs compétences justement. Ils ont eu l'impression d'aider en développant ce site internet. Donc c'est que du gagnant-gagnant. Ouais, non mais ça, je pense que t'as raison, c'est le revers de la médaille du mécénat de compétences, c'est l'engagement des équipes qui font ça. De nous, je pense, la nuit du bien commun, on a aussi de temps en temps des mécénats de compétences. En ce moment, une agence qui nous aide sur certains volets de com. On a une agence de développeurs aussi qui nous a aidé à refaire le module de dons qui s'affiche pendant la soirée. Et ouais, c'est super parce qu'on a eu des super échanges avec l'équipe et ils sont venus, tu vois, une soirée et ça les a fait marrer de découvrir aussi, de voir comment leur travail jouait en live au service d'associations qui, comme toi, ont pu lever des dizaines de milliers d'euros sur scène. Donc c'était chouette. C'était un beau moment.
Merci pour ce bel échange, Sandrine. C'est déjà fini ? Bah écoute, ouais, ça fait 56 minutes qu'on enregistre. Alors j'espère, chers auditeurs, que vous n'avez pas trop subi le bruit de nos amis équipés de marteau-piqueurs dans la rue, que nous on entend un peu en fond de tâche, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous les aurez entendus. Merci à toi en tous les cas. Merci pour ce... Voilà, ça fait toujours plaisir de parler de l'association. Voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes, j'espère. En tous les cas, voilà. Merci. N'hésitez pas, chers amis, en effet, si vous êtes inspirés, engagez-vous dans les associations qui sont proches de chez vous. Vous soutenez-les aussi financièrement. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de dons. Et le don est déjà un moyen de participer à la cause. On n'a pas forcément toujours le temps. On n'a parfois pas forcément l'argent. Mais on a souvent au moins l'un ou l'autre. Donc mettons ce qu'on a à profit au service de ceux qui en ont le plus besoin. Merci, chère Sandrine. Bonne journée. Merci, Thomas. Et chers amis, on se retrouve très rapidement pour un autre épisode. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.